Bonjour, soyez les bienvenus dans ce dernier webinaire, cette dernière journée de webinaire Tendance 2021 de Vignovin. Je suis Alain Courbière, consultant en marketing vin spiritueux et chargé de mission pour Vignovin. Donc, c'est moi qui vais avoir le plaisir aujourd'hui encore d'animer ce webinaire. Je vais en profiter tout de suite pour demander aux participants de nous rejoindre. Donc la salle, d'ouvrir tous les participants. Merci d'ouvrir vos caméras et de me rejoindre. Voilà. Donc, voilà tous nos intervenants. Alors, on a un petit bémol avec un des intervenants qui a du mal à se connecter. On essaiera de voir si elle arrive à se connecter pendant qu'on a commencé. Donc, aujourd'hui, pour m'accompagner déjà dans la réalisation de ce webinaire, je voudrais vous présenter Vincent Ferrari. Vincent, bonjour. Merci de lever la main. Voilà. Donc, Vincent, c'est un petit peu c'est pas un petit peu, c'est le couteau suisse de Vignovin, c'est l'homme à tout faire. Vincent est un expert en webmastering, community management et stratégie web. C'est aussi le webmaster de Vignovin et c'est lui qui est à la réalisation et à l'organisation de ces webinaires. Donc, qu'il gère ça de main de maître. On a pu voir ça d'expérience hier et avant-hier. Merci Vincent pour tout le travail que tu fais. Alors, aujourd'hui, on va parler de viticulture et vous le savez, on a parlé mercredi, on a parlé de conditionnement et d'éco-conception. Hier, on a eu un vrai succès aussi en parlant de vinification. On y reviendra peut-être parce qu'il y a des liens entre le webinaire d'hier et celui d'aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, donc, on va parler des tendances 2021 en viticulture. De quoi va-t-on parler? On va parler d'évolution de pratiques culturales et de matériel de viticulture, d'approche d'enrichissement des sols, bien évidemment, et des changements climatiques. C'est une actualité permanente. Des nouvelles variétés de vignes et des vignes résistantes, bien sûr, des solutions pour le respect des auxiliaires de la vigne, la résolution de l'évolution des cahiers des charges en traitement phytosanitaire, notamment pour toutes les viticultures. Et puis, on parlera de sécurisation et de production des matériels, les nouvelles technologies, les orientations des prochains marchés. Alors, ne soyez pas surpris, le format, on a souhaité avoir un format très court, c'est-à-dire on a demandé à nos intervenants. Ils ont beaucoup travaillé pour intervenir dans entre 6 et 7 minutes maximum. C'est ce que je leur demande de manière à ce que ce ne soit pas trop long et qu'on ne perde pas notre auditoire avec des monologues de 20 minutes, ce qu'on ne voulait pas. Donc, tout le monde va enchaîner et tout le monde va parler à la suite. Vous pourrez retrouver en bas, comme vous le voyez sur le bandeau mauve en bas de la présentation, vous allez retrouver la totalité des coordonnées de chaque intervenant, son nom, son mail et ses coordonnées téléphoniques. Je vous dis ça parce que il est probable que pendant le jeu des questions, nous ne puissions pas passer toutes les questions comme c'est arrivé et que vous puissiez, si les questions n'ont pas été posées, poser en direct vos questions par mail aux intervenants si c'était le cas. Et puis, je vous rappelle surtout que ces webinaires sont enregistrés et vous pourrez le retrouver en streaming en totalité dès la semaine prochaine sur le site Vignovin. Alors, autour de la table, pour nous accompagner et dans l'ordre de passage, on va saluer, je vais vous présenter Olivier de Marle. Bonjour Olivier, merci de lever la main. Donc, Olivier, directeur de recherche et développement de Freycinet, bienvenue. Olivier Zécry, donc bonjour Olivier, donc responsable R&D chez les pépinières Mercier. Véronique Lerendu qui n'est pas arrivée, je pense, elle n'est toujours pas là, donc on verra si elle arrive à nous rejoindre. Elle était prévue coordonnatrice technique de chez Corteva. J'en profite pour la saluer et vous la présenter si elle vient arriver. Audrey Delagne, qui est là à droite. Bonjour Audrey, responsable marketing pour Infaco. Et puis enfin Christophe Baron, responsable de communication chez Grégoire. Bonjour Christophe. Bonjour. Bon, donc juste pour que vous compreniez le fonctionnement, quand on va lancer le webinaire, chaque expert restera seul pendant sa présentation de manière à ce qu'il n'y ait pas de pollution et sonore ni visuelle de tous les gens qui pourraient bouger autour. Donc, ils vont rester. On enchaînera, je vous le disais, les 5 interventions ou les 4 si Véronique ne peut pas nous rejoindre. Vous pouvez poser vos questions tout au long des présentations. N'hésitez pas à les poser pendant la présentation. Pour ça, et si vous ne savez pas comment poser les questions et que vous ne connaissiez pas encore bien GoToWebinar, petite précision, en haut à droite de votre écran, vous avez une flèche rouge. Je vous invite à cliquer sur cette flèche rouge. Cela va ouvrir une fenêtre et là, vous avez différents onglets, dont l'onglet questions. En cliquant sur cet onglet questions, vous pourrez directement taper votre question. Vincent
va traiter la totalité des questions. Il vous dira qu'elles seront posées en fin de présentation. Je recevrai un tri des questions directement moi et je poserai aux interlocuteurs les questions que vous avez souhaité poser. Voilà pour l'organisation. On va passer tout de suite à notre premier intervenant. Je vais demander donc à mes camarades de fermer leur caméra et leur micro. Et on va donner la main tout de suite à Olivier Demar, directeur de recherche et développement de Freycinet, pour sa présentation. Olivier, si tu peux lancer ta présentation. Je t'en prie, vas-y. Voilà, tu es à l'écran. Je te laisse avec la salle. On se retrouve tout de suite après. Ouais, bien, bonjour à tous et merci à chacun d'être derrière votre écran ce matin. Voilà, donc moi je travaille chez Freycinet. Donc Freycinet, c'est le leader français de la fertilisation organique et des biostimulants. Et on est spécialiste depuis 150 ans des solutions naturelles de nutrition et de stimulation, et avec une grosse partie viticulture qui représente quand même plus de 50% de notre activité. Donc c'est vraiment un ancrage historique là, dans cette profession-là. Freycinet, c'est aussi un engagement qualité et responsabilité sociétale qui sont vraiment les deux moteurs de l'entreprise. Donc avec une certification ISO 9001 depuis 2003, c'est-à-dire une très très forte approche de l'écoute client et aussi derrière de la satisfaction client, et enfin une évaluation exemplaire ISO 26000, donc la norme RSE du développement durable depuis 2015. Donc moi je suis, comme l'a présenté Alain tout à l'heure, je suis Olivier Demar, directeur recherche et développement de l'entreprise. J'ai en charge toute la branche innovation et qualité de Freycinet, et c'est un service en fait qui a été déployé depuis plus de 30 ans. C'est cet aspect recherche et expérimentation qui a toujours été au service de l'anticipation des problématiques à venir, et pour vraiment coller et trouver des solutions qui répondent au mieux aux besoins actuels. Donc la question qui a été posée dans le cadre de ce webinaire était de se dire quelles sont les tendances, quelles vont être les tendances pour 2021. Donc moi, je me suis permis de ressortir deux citations et deux extraits, un qui vient de Vitisphère et un autre qui est des propos qui a été tenu par Jean-Pierre Van Ruys, qui est directeur général de l'IFV, donc qui explique deux choses fondamentales. C'est que d'abord, il y a des tendances de fond qui sont notamment des tendances de responsabilité sociétale, de lien aux consommateurs et de haute valeur environnementale, avec une réduction d'un certain nombre d'intrants qui peuvent avoir des impacts environnementaux. Voilà, donc ça, c'était vraiment dans une des tendances. Et ce qui est intéressant dans cet article de Vitisphère qui a été publié en janvier 2021, c'est de dire qu'en fait, ces tendances de fond vont être celles qui vont être celles de 2021, c'est-à-dire qu'on va devoir encore plus trouver des vins, faire des vins qui font plaisir dans un cadre environnemental respecté. Voilà, c'est comment dans un marché tel qu'il va être cette année, qui pourra être sous tension, avoir les leviers pour se démarquer, et donc c'est vraiment trouver des solutions pour ces deux tendances de fond. Donc moi, de ce point de vue-là, comment la nutrition et la stimulation des plantes peuvent apporter des éléments de réponse. Donc je vais vous parler d'un concept et d'un programme et d'une approche qu'on va avoir, nous, de la nutrition et de la stimulation, qu'on déploie depuis déjà presque une dizaine d'années. C'est comment on va jouer sur ma notion de terroir, donc sur mon sol, améliorer la fertilité et la durabilité de mon système à travers une approche organique et à travers une stimulation aussi de la rhizosphère, et après par des compléments nutritionnels ou des biostimulants par voie foliaire, on va du coup jouer beaucoup plus sur le pilotage du millésime. Et dans ce cadre-là, je vais vous présenter en fait deux synthèses d'essais que nous avons réalisées avec d'autres partenaires aussi, d'autres sociétés partenaires, pour vous montrer comment en fait ce levier nutritionnel et stimulation est vraiment la première étape et le premier maillon de ce que peut être soit un profil œnologique, soit un impact environnemental moindre, c'est-à-dire dans des réductions d'indices de fréquence de traitement. Donc le premier exemple que je vais vous montrer, la première étude en fait qu'on a menée, qu'on mène depuis maintenant une dizaine d'années, c'est une étude en fait qui va travailler sur de l'agro-œnologie. Comment on commence à faire un travail œnologique dès la parcelle, dès la conduite de la parcelle, et ce travail agro-œnologique, il se fait en pilotage effectivement d'un aspect nutritionnel et d'un aspect stimulation.
Donc, on travaille sur ce projet avec deux partenaires, un partenaire œnologique qui est Sophralab et un partenaire un peu plus analytique qui va être la SRDV. Et donc, dans l'idée, c'est nous déployons sur 3 parcelles, mais là, je vais vous présenter les résultats d'une parcelle, une partie témoin où on fait un apport classique, je dirais, d'agriculteur, et une partie qu'on appelle PNS, dans laquelle, en fait, on va, nous, d'un point de vue fertilisation de fond, apporter un engrais organique et derrière jouer en fonction du millésime sur des apports de biostimulants nutritionnels à différents stades clés dans un objectif œnologique. Et donc ces résultats qui ont été publiés dans la revue des œnologues en 2019, qu'est-ce qu'ils montrent? Alors, il montre simplement, ou il montre sur tous ces graphiques, que déjà un des aspects importants, et c'est la partie en bas à gauche de la diapositive, qui va être de dire que déjà ce qu'on observe, c'est que globalement, sur toutes les années, on a une augmentation des rendements, et c'est une augmentation moyenne de 22% sur toutes les années des rendements. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des rendements un peu meilleurs. Et dans l'idée souvent de beaucoup de personnes, c'est si on fait du rendement en plus, on va réduire la qualité des vins. Et donc là, on gomme complètement cet effet-là, parce qu'on, par cet apport nutritionnel et ce soutien nutritionnel qu'on a pu apporter, on se rend compte que déjà d'un point de vue analytique, au niveau des vins, en termes de composés volatiles, donc de type thiol, qui va vraiment avoir des effets sur les profils aromatiques, on se rend compte qu'on a des profils qui sont vraiment différents. Donc vous voyez, en fait, ce qu'on a réalisé, donc la partie, les raisins sont vinifiés selon 3 typologies. On a deux typologies, une vinification classique, donc ça c'est le témoin, vinification classique de la partie PNS, et après nous avons une vinification améliorée, donc c'est là où la partie Sophralab va travailler sur améliorer les éléments. Et ce qu'on voit, c'est que effectivement, d'un point de vue profil de composés volatiles, on a une amélioration. Et ce qui est aussi important, donc c'est là que quand on arrive au diagramme de dégustation, on s'aperçoit que le vin qui n'a pas suivi une approche agro-œnologique a un profil qui est beaucoup plus sur de la réduction, beaucoup plus sur du végétal, alors que les vins qui ont eu ce programme-là ont un côté beaucoup plus plaisir et beaucoup plus en phase avec les aspects du marché. Donc c'est vraiment un exemple concret qu'on a pu renouveler encore cette année et qu'on redémontre depuis déjà de nombreuses années, où une approche nutritionnelle, donc c'est-à-dire qu'on peut faire un vin qui va mieux correspondre aux attentes du consommateur. Et c'est vraiment un des aspects majeurs. Donc nous, on a en plus Fraissinet en parallèle un programme de recherche en lien avec l'IFV, avec INRAE, Supagro, mais aussi avec d'autres entreprises type ITK, Niseos ou l'Allemand Œnologie sur des programmes de recherche pour mettre à jour les mécanismes sur ces enjeux physiologiques. Donc ça, c'était la première partie, la première approche, et comment la nutrition peut répondre à une tendance forte de l'année qui est le profil organoleptique. Et effectivement, à retenir, ce type-là nous permet d'avoir plus de rendement et avec des profils qui répondent mieux. La deuxième tendance et le deuxième contexte qu'on va avoir, c'est quelque chose que tout le monde entend en permanence, c'est une réduction effectivement des produits et des IFT, donc des indices de fréquence de traitement des produits phytosanitaires. Donc dans ce cadre-là, je vais vous présenter aussi pareil un travail qu'on mène en partenariat avec 2 sociétés. Donc une première société qui s'appelle Prométhée, qui est basée à Narbonne et qui fait des outils d'aide à la décision sur le pilotage des traitements et sur l'approche maladie, et avec une entreprise qui s'appelle Jouffret-Drio qui produit des stimulateurs de défense des plantes. Donc en fait, l'idée de cette approche globale, c'est de se dire que comment intégrer la brique nutritionnelle dans un outil de la décision, et derrière aussi comment intégrer un stimulateur de défense des plantes qui va du coup stimuler la plante dans un programme nutritionnel et ne pas faire qu'il y ait antagonisme entre les deux. Donc cette expérimentation, elle a été conduite depuis déjà 3 ans, et l'idée, c'est vraiment d'associer tous ces 3 leviers et en même temps de pouvoir regarder comment chaque facteur, chaque levier, donc à la fois l'outil de la décision, à la fois le stimulateur de défense des plantes et à la fois le programme de stimulation et de nutrition, peuvent permettre
de réduire les fréquences et les indices de traitement. Il faudrait conclure, Olivier, s'il te plaît. Je suis presque à la fin. Vous montrez ces quelques résultats. Donc, ce que nous, on a pu voir en 2020, qu'on avait déjà vu en 2019, c'est que déjà, quand on regarde rien sur des aspects de comparaison fertilisation minérale et fertilisation organique, on réduit les fréquences et les indices d'apparition d'une maladie type mildiou à la fois sur feuille, mais aussi sur grappe. Donc ça, c'était un des premiers éléments. Donc c'est le côté que je place ma plante dans un système qui va permettre de mieux résister à un environnement, ne serait-ce qu'avec de la fertilisation organique. Et après, ce que nous avons pu conduire, effectivement, c'est que quand on couplait les trois, c'est-à-dire un outil de la décision qui intègre ces briques nutritionnelles, des stimulateurs de défense des plantes bien positionnés en adéquation avec les autres éléments, plus ces programmes de nutrition, eh ben, on arrive à réduire de 44% les indices de fréquence de traitement. Et on va rajouter, en fait, on va pouvoir utiliser des produits. Donc, je vous l'ai dit, il y a des stimulateurs de défense des plantes. Donc, forcément, ces stimulateurs, eh ben, ils vont apparaître dans la partie nodulaire. Mais on a du coup, derrière, vraiment réduit l'indice de fréquence de traitement et on a surtout un maintien de l'efficacité de la protection sur grappe. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et en plus, dans les produits qu'on va utiliser derrière, au niveau nodulaire, on va par exemple utiliser plutôt du soufre qui sont du coup sur des coûts un peu plus modérés. Donc, on permet d'avoir une approche économique équivalente. Donc ça, c'est un des aspects importants. Et derrière, vous me direz, oui, mais si j'ai pas mes rendements, ça sert à quoi? Donc, ce qui est vraiment important, c'est de dire que derrière, on continue à avoir nos rendements et on continue à avoir, grâce à cette partie-là, même une augmentation de rendement, donc une meilleure adaptation des plantes à la fois sur des aspects climatiques et sur des aspects abiotiques, en jouant vraiment sur ces trois leviers que sont, encore une fois, les outils de la décision, nutrition organique et biostimulation, plus derrière, stimulateur de défense des plantes. S'il te plaît, Olivier. Donc, pour conclure, les tendances donc, de fond sont vraiment ce que je vous ai dit au début, tendance millésime, demande du consommateur et à l'écoute du consommateur, donc sur les aspects environnementaux. Et j'espère à travers cette présentation vous avoir montré que la nutrition est le premier levier sur lequel il faut vraiment jouer et ça va être pris en compte dans une approche qui doit être technique mais aussi systémique, donc globale. Et désolé d'avoir un petit peu dépassé en termes de timing, mais en tout cas merci à tous pour votre attention et du coup Fraissinet vous souhaite un très bon millésime 2021. Merci beaucoup Olivier. On reviendra, il y a pas mal de questions déjà qui arrivent, je vois. Donc effectivement, donc c'est intéressant. Je sais la passion qui t'anime, mais je me suis engagé à ce que les formats soient courts. Donc on reviendra, il y a pas mal de sujets sur des questions. On va accueillir tout de suite Olivier Zécry, responsable R&D des pépinières Mercier. Donc voilà, merci de lancer ta présentation. Vincent, si tu veux bien donner la main à Olivier Zécry, s'il te plaît, pour qu'il lance la présentation. Voilà, bonjour à tous. Merci, je te laisse Olivier, on se retrouve tout à l'heure. Très bien, bonjour à tous. Heureux d'être parmi vous, si je puis dire, pour moi aussi vous présenter le levier matériel végétal dans ce webinaire Tendance Viticulture 2021. Donc rapidement, pour vous rappeler qui nous sommes, donc le groupe Mercier, c'est un groupe qui travaille sur toute la filière vigne et vin, mais son activité principale, c'est la pépinière viticole. Donc l'entreprise Mercier, qui est une entreprise familiale, produit depuis 1890 des millions de plants de vigne pour tous les viticulteurs en France et à l'étranger. Donc aujourd'hui, ce que je veux discuter avec vous par rapport aux tendances 2021, c'est autour des variétés résistantes. Pour introduire un petit peu ce sujet, je pense qu'il faut repartir un petit peu du contexte et peut-être de la problématique actuelle de nos vignerons. L'idée pour nous, c'est vraiment de répondre aux évolutions du contexte tout en garantissant la rentabilité des exploitations. On sait tous aujourd'hui qu'on est dans un contexte délicat où l'évolution climatique, la réglementation et les attentes sociétales sont fortes. Il y a différents leviers pour le viticulteur pour intervenir sur ces différents points, pour travailler sur le potentiel de production, adapter ses produits au marché et bien évidemment réduire l'usage et la dépendance aux intrants chimiques. On a vu un levier qui était la nutrition avec Olivier juste avant. Nous, pépiniéristes, notre levier, c'est le matériel végétal. Et donc, la réponse qu'on apporte ces dernières années et de plus en plus aux viticulteurs, ce sont de nouvelles ressources génétiques, de nouvelles variétés qui vont permettre la production de vins de qualité avec des rendements qui vont être sécurisés tout en étant capable de réduire ces intrants et donc les coûts de production.
Donc, ce que je veux montrer ici sur cette diapositive, c'est que cette tendance 2021, elle a finalement été initiée il y a maintenant 3-4 ans. On va dire que c'est depuis 2017 qu'a commencé cette nouvelle tendance des nouveaux cépages, de nouvelles variétés dites résistantes. Là, vous avez la liste d'une vingtaine de variétés qui ont été inscrites au catalogue depuis 2017. Cette liste d'une vingtaine de variétés, c'est énorme parce que finalement, si on regarde avant, ça faisait des années qu'on n'inscrivait pas de nouvelles variétés en viticulture. En viticulture, on a un potentiel avec les Vitis vinifera qui est incroyable, qui permet de produire d'excellents vins dans tous les terroirs. Donc, on n'avait pas besoin de nouvelles variétés, mais par rapport au contexte présenté juste avant, on voit bien que la nécessité est forte. Et donc, vous voyez, un certain nombre de variétés ont été inscrites, soit de création française, donc il y a le logo INRAE, le programme RESDUR, un certain nombre de variétés ont été proposées par l'INRA ces dernières années. Il y a aussi les variétés, j'ai mis le logo PIWI pour rappeler l'initiative européenne de variétés résistantes en Allemagne, en Suisse et en Italie qui ont pu être proposées. Et toutes ces variétés rentrent aujourd'hui dans un observatoire en France des cépages résistants pour être un petit peu suivis, savoir ce qui se passe, savoir comment ces variétés se comportent. Et donc, j'ai mis le logo NATI, naturellement résistant. C'est le programme que je vais vous présenter maintenant, le programme Mercier de création variétale, avec la première variété qu'on a mise sur le marché cette année, qui est la variété NATI Sauvignac. Je reviendrai un petit peu après sur cette variété. Sur le programme NATI, que dire? En fait, nous, on est parti du constat que j'ai fait précédemment de l'impasse technique dans laquelle les viticulteurs pouvaient être et qu'est-ce qu'on devait essayer d'apporter si nous aussi, on voulait apporter notre pierre à l'édifice, j'allais dire, des nouvelles variétés résistantes. On s'est dit, nous, il faut qu'on parte sur 3 grandes exigences pour ces variétés. C'est ces 3 grandes exigences qui nous animent dans ce programme qui est finalement un programme de recherche. Vous savez que la création variétale, c'est un long processus. Nous, on souhaite d'abord et avant tout, ça paraît évident quand on le dit, mais c'est hyper important de le rappeler, que le niveau qualitatif de la variété qu'on va pouvoir mettre sur le marché soit suffisant pour être vinifié seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les essais qui sont les nôtres pour les nouvelles variétés qu'on met en place, dans les micro-vinifications ou les tests de vinification qu'on va faire, on souhaite que la variété, en elle-même, toute seule, puisse produire un vin qui ait une qualité conforme aux standards qu'on peut attendre sur le marché. Ça ne veut pas du tout dire d'ailleurs qu'il va falloir utiliser ces variétés simplement seules. Très clairement, ce sont des variétés qui peuvent être inscrites dans une stratégie d'assemblage pour les vins, mais aussi dans l'encépagement du vignoble. Très clairement, aujourd'hui, avec la problématique des ZLT, ce sont des variétés qui peuvent s'inscrire pour répondre à cette problématique et donc rentrer dans une stratégie d'assemblage. Mais dans le processus qui est la nôtre de la création variétale, on souhaite que cette variété, intrinsèquement toute seule, soit capable de produire de bons vins. Ensuite, bien sûr, la construction génétique. On cherche à avoir des constructions génétiques robustes avec des niveaux de résistance supérieurs validés. Donc là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez peut-être entendu parler des résistants dits polygéniques ou monogéniques. Dans notre programme NATI, on cherche bien évidemment à avoir des résistances. Alors, quand on parle de résistance, c'est principalement autour des maladies cryptogamiques, mildiou, oïdium, botrytis, la crotte. On cherche à avoir des résistances qui sont associées à plusieurs gènes de résistance. Donc, toutes nos variétés vont avoir plusieurs gènes associés pour être sûr que ces variétés ces résistances soient robustes, soient durables. Et ce niveau de résistance, il doit être validé sur le terrain, c'est-à-dire que, bien évidemment, il y a la génétique, mais il y a aussi ce qu'on observe, le comportement de la vigne. On l'observe quelques années pour bien vérifier que la résistance qu'on a vue d'un point de vue génétique, elle soit validée également sur le terrain. Et enfin, bien sûr, la qualité et la stabilité agronomique pour que nos vignerons puissent s'y retrouver, c'est-à-dire on veut parler principalement du rendement, ça faut quand même des variétés qui soient capables de produire un rendement conséquent. Donc, on dit conséquent, c'est un minimum de 80-90 hecto-hectares pour que le vigneron puisse quand même vivre de sa production. Bien sûr, s'il souhaite réduire les rendements, il pourra en parlant de sa vigne, mais c'est pas la vigne, il faut qu'intrinsèquement, elle soit capable de faire plus. Voilà un petit peu les 3 piliers, on va dire, de notre programme NATI. Et donc, pour résumer, en 4 points, l'idée de ce programme, c'est vraiment d'être capable de réduire les schémas d'impact en fait, entre la recherche, qui est nécessairement relativement longue, et le vignoble. L'idée, c'est de réussir là où on peut à réduire les temps, de rendre disponible et lisible cette innovation génétique, la rendre disponible le plus vite possible, mais aussi lisible pour vous, parce qu'on sait très bien que là, on va s'inscrire dans un cycle de transition où
les viticulteurs vont être en face de nouvelles variétés qu'ils ne vont pas connaître. Donc, il faut qu'on essaye de pouvoir, nous, en tant que pépiniériste, apporter en même temps que la variété le plus d'informations possible aux vignerons. Et l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir aider le viticulteur à produire des vins naturellement résistants, et j'ose même la formule naturellement bio, parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir, grâce à la génétique, apporter une réponse par rapport à cette impasse technique qui sont les traitements phytosanitaires. Alors, bien sûr, on travaille aussi sur des nouveaux traits de caractère, d'autres résistances à d'autres stress et à l'adaptation au changement climatique. Et donc, pour terminer, la variété qui fait l'actualité pour nous cette année, c'est la variété Nati-Sauvignac. C'est la première variété résistante qu'on met sur le marché chez nous, chez Mercier. C'est une variété de raisin blanc-rose d'ailleurs, mais qui permet de faire des vins blancs secs et aromatiques. Donc, quand on dit aromatique, c'est plutôt des arômes type thiol. Tout à l'heure, Olivier a parlé des thiols. Bon, voilà, c'est une variété qui s'inscrit dans ce type de vin frais, vif, des vins plaisir, pour reprendre la formule d'Olivier. Et puis voilà, donc voilà l'actualité de cette année. Je vous remercie de votre attention et je serai disponible à la fin pour les questions éventuelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Merci pour le timing, c'était parfait. Alors, une bonne nouvelle, Véronique Le Rendu de Cortévan nous a rejoint, mais le temps qu'elle se mette en place, je vais passer la main et on va demander à Audrey de Lagne, responsable marketing d'Infaco, ah ben non, ben alors pour le coup, mais non, mais on va rester avec Véronique, elle a été réactive. Donc, Véronique, merci d'activer ta caméra. Voilà, Véronique, merci d'activer ta caméra si tu le peux, de manière à ce que les gens puissent te voir et d'ouvrir ton micro. Est-ce que tu es là? Alors, on a une petite absence de Véronique. Je ne l'entends pas. Bon, Vincent, on va basculer avec Audrey. On va basculer avec Audrey, ce sera plus simple. On va faire des essais en off avec Véronique. Voilà. Donc, Audrey, je suis désolé de ce contretemps, mais Véronique est arrivée. Voilà. Donc, Audrey, tu peux lancer ta présentation. Audrey, donc, Delagne, responsable marketing Infaco. On se retrouve tout de suite après. Oui, merci. Ravi également de vous retrouver sur cette thématique. Et merci surtout à Vignovin pour l'organisation du webinaire. Donc, je suis Audrey Delagne, je suis responsable communication pour la société Infaco, qui conçoit et fabrique des outils à batterie pour les professionnels. Donc, Infaco est aujourd'hui connu dans le milieu viticole, en particulier pour son sécateur électrique, l'électrocoupe, dédié à la taille de la vigne. Nous en sommes à la 8e génération avec l'électrocoupe F3015 aujourd'hui, par des innovations successives que nous maîtrisons en interne avec notre bureau d'études, recherche et développement intégré. Donc, pour vous partager l'histoire et surtout la philosophie de l'entreprise, Infaco est né à Cahuzac-sur-Vert, dans le Tarn, donc dans le sud-ouest de la France, comme ça peut s'entendre, donc au cœur du vignoble gaillacois et en fait au cœur des préoccupations des viticulteurs. Donc, Daniel Delmas en est le fondateur puisqu'il a inventé, c'est lui qui a inventé le premier sécateur électrique au monde pour répondre justement aux besoins des viticulteurs, pour répondre à des problématiques liées à la santé avant tout, dans l'utilisation et dans la pratique de la taille, donc à des troubles musculaires squelettiques notamment, et à des questions de sécurité. Donc aujourd'hui, la société est toujours une société familiale qui est dirigée par David Delmas, son fils, et on est présent dans une 50aine de pays dans le monde, avec un réseau de distributeurs pour la France de 350 distributeurs environ. Donc, grâce à ce lien fort entretenu avec nos clients viticulteurs depuis plus de 35 ans, on a effectivement noté des évolutions dans le métier. Donc, aujourd'hui, l'exercice, c'est effectivement de s'exprimer sur les tendances qu'on sent se dégager sur l'année 2021. Donc, ces évolutions de métier, on les perçoit sous 3 angles différents. 2 aujourd'hui qui concernent plus une tendance vis-à-vis des besoins en service. Donc, la première que j'ai choisi de vous présenter là par cette slide, c'est quelque chose qui naît de plus en plus, en tout cas qu'on constate nous sur le marché, c'est le développement pour de la prestation dans le cadre de l'entretien des vignes. C'est-à-dire que ça peut être de la prestation qui va de la taille jusqu'au vendage, donc ça peut couvrir plusieurs segments d'activité
liées à la viticulture. Mais effectivement, ce sont des activités qui deviennent des prestations à part entière, où les viticulteurs choisissent de se consacrer davantage à des activités de gestion et de vente, et donc de sous-traiter cette prestation, en particulier de la taille. Donc, comment est-ce que Infaco se positionne vis-à-vis de cette tendance? Déjà, on a envie de dire que c'est par un produit fiable. Donc, depuis sa création, Infaco développe des partenariats forts avec ses fournisseurs et a choisi de labelliser ses produits par l'origine France garantie. Donc, c'est effectivement un gage de qualité en dehors de l'éthique qui nous importe. On a également une réponse vis-à-vis de ces exigences face à de la prestation à part entière d'entretien. C'est qu'on a un service de proximité qu'on a développé avec un service après-vente musclé, une disponibilité produit forte et surtout un réseau étoffé, un réseau de distribution où on a un service réactif sur le marché parce que clairement, on est sur des contextes où la rémunération se paye à l'hectare, à la tâche, et que donc, on ne peut pas avoir de temps mort et qu'on doit être très réactif pour répondre à nos clients. On a également un service d'entretien du matériel qui est annuel, qui là se passe hors période de taille, qui est prévu justement pour revoir complètement le système du sécateur. Donc, on est sur une révision usine qui est intégrale à raison d'une fois par an. Et également un service support client qui est disponible en permanence pour répondre à nos besoins clients. Donc là, c'était pour la partie prestation avec une activité vraiment prégnante dans la tendance. Une autre solution qu'on met en place toujours dans la question de service, c'est une proposition d'une nouvelle solution de financement qui est celle de la location. Donc, c'est-à-dire qu'en complément de financement habituels tels que les viticulteurs peuvent les connaître, type Agilor, nous, on a choisi de développer une offre de location qui est, elle, simplifiée et qui donc permet de gérer plus facilement le matériel des viticulteurs. Donc, quels sont ces avantages en soi? C'est que déjà, on peut apporter des solutions en termes immédiats de trésorerie, que la capacité d'emprunt est en cela préservée. Donc, on a des loyers qui sont en fait des charges d'exploitation qui sont étalées sur la période de 36 mois. Par ailleurs, cette location, elle apporte une fiscalité qui est améliorée puisque les charges sont déductibles du résultat imposable des sociétés. Et enfin, et c'est presque tout le principe de la solution, c'est qu'en fait, on est sur vraiment une agilité, une simplification de la gestion du matériel. Donc, c'est en cela qu'on peut permettre à des structures d'avoir une gestion très simple et très fluide de leur matériel. Donc, voilà pour la seconde tendance sur laquelle on a mis l'accent. Et enfin, de façon plus large, vis-à-vis des évolutions du vignoble en bio, nous, on a développé des solutions zéro phyto, et c'est le cas déjà depuis des années avec le sécateur, puisqu'il n'a aucune émanation en CO2. On a une sensibilité vis-à-vis de l'environnement, et donc on a développé une gamme pour les espaces verts qu'on est en train de rapprocher de besoins de certains viticulteurs. Donc cette gamme-là, elle est zéro phyto, puisque ce sont des solutions mécaniques qui permettent d'entretenir les sols avec, notamment là, sur du zéro phyto, on est sur une sarcleuse, une bineuse et une balayeuse donc pour l'entretien des sols. Donc, en conclusion, ce qu'on aurait envie de dire, c'est que la tendance qui se dégage de façon majeure, c'est un besoin d'être d'autant plus à l'écoute et au service des clients, avec toujours plus de réactivité et une nécessité, on a envie de dire, d'innover et de continuer d'innover pour répondre à ces tendances-là. Voilà ce que j'avais. Merci Véronique, merci Audrey, excusez-moi Véronique. Véronique, on va faire un essai tout de suite avec elle. Merci Audrey, on se retrouve tout à l'heure pour les questions. Là aussi, il y a quelques questions. Ben voilà Véronique, bonjour, elle est là.
Donc, elle a réussi à nous rejoindre. Bon, on est dans le live absolu. Bon, est-ce que, donc, Audrey, on se retrouve tout à l'heure. Audrey, Véronique, est-ce que tu peux lancer ta présentation? Vincent, Oui. merci de lui donner la main, de manière à ce qu'on laisse, voilà, un bel écran, mais c'est pas tout à fait celui qu'on attendait. Parfait. Eh bien, Voilà. je te laisse avec la salle, on se retrouve tout de suite. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci encore une fois de nous avoir rejoints ce matin et encore toutes mes excuses pour les petits inconvénients techniques que j'ai rencontrés, mais c'est résolu. Donc, je suis Véronique Lerendu, je suis coordinatrice technique pour le sud-est de la France chez Corteva Agriscience. Donc, Corteva Agriscience, c'est une société, comme vous le voyez, qui est 100% dédiée à l'agriculture, avec un axe à la fois semences et un axe protection des cultures qui va plus nous concerner aujourd'hui. Nous sommes très présents sur la viticulture en général, puisque nous avons donc des solutions herbicides, des solutions contre les maladies cryptogamiques et également des solutions contre des ravageurs. Et c'est cette partie-là qui va nous intéresser dans cette présentation. Et ces derniers temps, avec effectivement tout ce qui a été présenté auparavant sur les tendances globales des productions agricoles, on est de plus en plus actif sur les biosolutions, donc des solutions d'origine naturelle sur lesquelles on développe beaucoup de nouveaux projets. Donc, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, vous, viticulteurs, avez donc de nouveaux enjeux dans vos productions qu'on prend en compte évidemment dans les solutions qu'on vous propose. Donc, jusque-là, un produit, lorsqu'il était mis sur le marché, on attendait qu'il soit efficace contre le ravageur ou la maladie ou la mauvaise herbe concernée et simple à utiliser. C'est évidemment toujours vrai. Mais maintenant, en plus, des considérations prennent de plus en plus d'importance, à savoir répondre aux enjeux des filières viticoles en termes d'environnement, en termes de résidus, en termes d'impact sur la faune non cible, toutes ces choses-là. Par exemple, pour les insecticides, ça va être à la fois être efficace contre le ravageur, mais préserver tout ce qui n'est pas ciblé, donc la faune auxiliaire. Voilà, et je vais y revenir un peu plus loin. Donc aujourd'hui, Corteva se positionne avec une démarche spécifique donc en direction des filières viticoles en particulier, mais agricoles en général, qui repose principalement sur 3 piliers. Donc un premier pilier qui est, j'ai envie de dire, l'amont, avec déjà vous proposer des solutions qui intrinsèquement soient adaptées au cahier des charges de la production auquel vous devez répondre, qu'on soit en conventionnel, en bio, en HVE, etc. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième pilier, ces solutions-là, l'idée, c'est d'affiner les préconisations de positionnement de façon à ce que ça réponde là aussi au cahier des charges. Je pense au fait d'avoir voilà, des vins sans résidus ou en tout cas en dessous des limites de détection, de préserver l'environnement, etc. Donc, tout ça, au-delà des aspects réglementaires présents sur l'étiquette de limite maximale de résidus, par exemple, on va affiner nos préconisations pour aller encore au-delà. Et le troisième et dernier pilier, donc, ça va être l'aspect justement environnement. Donc, faire en sorte que nos solutions aient l'impact le plus limité possible sur l'environnement à la fois abiotique, donc les eaux, l'air, etc., et biotique également, avec donc toute la faune auxiliaire. Donc, aujourd'hui, on arrive avec une nouvelle solution qui s'appelle Ficilia, qui s'inscrit complètement dans ce cadre et dans cette démarche. Donc, Ficilia, c'est une solution naturelle pour tout type de viticulture, hein, qu'on soit conventionnel ou biologique. Solution naturelle qui montre une efficacité intéressante sur un grand nombre de ravageurs très présents sur la vigne. Donc, ces ravageurs que sont les tordeuses de la grappe, Eudémis, Cochilis et Eulia, mais également donc des mouches de type drosophile et puis des papillons de type pyrale de la vigne, donc la pyrale Sparganotis spileriana inféodée à la vigne, et Cryptoblabes, qui est de plus en plus présent pour l'instant sur l'Armède, et espérons que ça se circonscrive relativement à cette zone-là, et qui prend de l'importance. Et donc cette solution-là, donc je le disais, apporte une efficacité sur ces ravageurs. On peut l'inclure dans un programme, on va dire, avec d'autres solutions classiques en protection foliaire, mais aussi dans un programme où on est en confusion sexuelle, où on va vouloir compléter, enfin, par exemple, de confusion sur des Cochilis ou alors sur les ravageurs que la confusion ne fait pas, Cryptoblabes, pyrale, drosophile. Voilà.
Donc, on a un produit naturel, néanmoins sans contrainte particulière d'utilisation, c'est-à-dire pas besoin de le transporter ou de le stocker au froid. Il résiste au lessivage de même que les solutions conventionnelles que vous avez l'habitude d'employer. Il n'est pas FeOD à telle ou telle température en termes d'efficacité. On l'a testé à des températures très élevées, ça fonctionne toujours très bien. Donc, d'un point de vue pratique, on est sur quelque chose de très simple. Et enfin, donc, un produit qui répond aux enjeux des filières au-delà de la simple efficacité, à savoir que on fait des études sur le comportement résidu après vinification qui sont tout à fait rassurantes dans la limite évidemment de l'étiquette, de l'utiliser dans la limite du délai avant récolte. Et de même, on a des études avec des experts externes sur l'impact sur la faune auxiliaire, par exemple les typhlodromes qui sont très présents en vigne et très importants, pour lesquels on constate toujours pareil, dans le cadre donc d'utilisation, dans le cadre des bonnes pratiques d'utilisation, on reste dans des choses sans impact significatif sur ces organismes-là. Voilà. Donc, pour conclure, je dirais que voilà, avec Ficilia, quel que soit votre mode de production viticole, vous pouvez protéger votre vigne contre la majorité des ravageurs sans contrainte particulière et dans le respect donc des spécifications filières qui sont maintenant de plus en plus demandées. Donc, je vous souhaite également une très, très belle campagne avec une belle vendange, avec pas trop de ravageurs, une belle biodiversité, et puis une année un petit peu plus tournée vers la convivialité, qui est aussi un pilier de la production viticole. Merci beaucoup, Véronique, pour cette intervention. Eh bien, ce sera au tour de Christophe Baron, responsable communication chez Grégoire, de prendre la main pour clôturer ces interventions. Et on se retrouvera tous autour de la table après pour parler et rentrer dans le jeu des questions. Et il y en a déjà beaucoup. Donc, Christophe, je te laisse la main. Merci de lancer ton écran. Voilà, dès que tu le peux. Parfait. C'est bon. À tout de suite. Oui, c'est très bon. On voit l'écran, c'est parfait. À tout de suite. Donc, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Je vais essayer de retrouver ma présentation que je ne vois pas. Comment je peux faire ça? Toutes mes excuses. Alors, où est-elle? Christophe, on voit ta Oui, présentation et tu es en anglais tout en haut vue du public. Oui. Tu vas sur vue du public. Mais on voit ta présentation. D'accord, parfait, je te remercie. Tout de suite alors. Donc là, ça défile ou pas? Non, pour le moment, on ne voit rien défiler. Et là, pourquoi ça? Alors. Toutes mes... Essaye de faire passer ton écran, tes slides là. Ben, c'est ce que je cherche à faire. Tout allait bien il y a encore quelques minutes. Et oui, aujourd'hui, c'est le jour des bugs. Écoute, bon, est-ce que du temps que vous faites des essais, est-ce que je peux peut-être poser des questions, peut-être, en attendant, à part que vous trouviez la solution avec Vincent, mais écoute, ça n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce qu'éventuellement, Vincent, tu peux afficher ma présentation par hasard? Là, je ne l'ai pas tout de suite. Par contre, quitte ta présentation, quitte le diaporama et relance ton diaporama. Bon, on va poser quelques questions en attendant. En tant que reste sur ta présentation, je vais rentrer dans quelques questions. Rouvrez vos caméras. On va tant que on laisse Christophe trouver l'astuce. Donc, rejoignez-nous autour de la table. J'ai quelques questions qui sont arrivées de la salle. On va en profiter pour commencer et meubler un petit peu sans perdre de temps. Voilà, quand Christophe aura trouvé la main, on la lui rendra. Bien, je vais commencer par Véronique et par Corteva. On me dit quel est l'impact sur les pollinisateurs du spinosade?
D'accord. Alors, comme je l'ai précisé dans mon intervention, merci pour cette question déjà parce qu'elle est effectivement très intéressante et très d'actualité. Donc, en termes d'effets, ce qu'on appelle les effets non intentionnels, c'est-à-dire sur la faune qui n'est pas ciblée par le produit, on a fait beaucoup d'études. On n'a pas perçu de problème particulier. Encore une fois, toujours dans la limite d'utilisation selon les bonnes pratiques mentionnées sur les étiquettes du produit. C'est-à-dire que, par exemple, en termes de stade, Physilia ne s'utilise pas pendant la période de floraison de la culture ou des plantes présentes dans la culture, de façon à ne pas exposer effectivement les pollinisateurs. Si on traite dans ces spécifications-là, il n'y a pas d'effet préoccupant. D'accord. Bon. Olivier Zécry, pour juste, on me parle d'un point de vue qualitatif. Est-ce que le Sauvignac donne de bons résultats sur le plan qualitatif? Ah ben oui, bien sûr. Si ce n'était pas le cas, je pense qu'on ne l'aurait pas sorti. Bon, la qualité, c'est quelque chose de très subjectif, mais comme j'expliquais tout à l'heure, au niveau de ce que nous, on recherchait en termes qualitatifs, ce qu'on lui trouve comme qualité, c'est beaucoup de fraîcheur dans le langage viticole, c'est-à-dire de la vivacité, de l'acidité, mais avec malgré tout une aromatique assez puissante, surtout au nez, type Thiol, donc type Sauvignon blanc, si on veut comparer. Donc, qui fait des vins vifs, frais, à consommer plutôt jeune quand même. On n'a pas encore le recul pour savoir si on pourrait en faire des vins de garde, mais voilà en termes qualitatifs ce qu'on peut dire autour de ce vin. Alors, on me parle aussi, mais tu l'avais déjà précisé, mais peut-être pas dans ta présentation, on me demande si ces variétés résistantes nouvelles que tu nous as présentées, tu nous confirmes bien qu'elles ne sont pas d'origine OGM. Non, bien sûr, quand on parle de variétés résistantes, on parle d'hybridation, des croisements naturels entre des sources de Vitis vinifera et des sources de Vitis autres. Donc, c'est issu de fécondation sexuée. Alors, pour Freycinet, pour toi, Olivier, mais l'autre Olivier, Delmar, est-ce que les produits sont autorisés en viticulture bio? Donc, oui. Après, dans ce que je vous ai présenté, oui, ils sont utilisables en agriculture biologique. Après, nous, dans nos fabrications, on a plus de 85% des produits qui sont utilisables en agriculture biologique. Après, on en a une quinzaine qui sont plus sur des parties organo-minérales, dans lesquelles on rajoute une petite part de minéral dans certaines situations. Mais ça représente pour nous que 15% de nos produits. Bon, même si on sait que c'est utilisable en agriculture biologique, mais c'est surtout utilisable dans tout type d'agriculture. Voilà. Une fois que c'est utilisable en agriculture biologique, du moment que c'est efficace, ça va marcher partout. Et on a certaines autres qui sont spécifiques que le conventionnel. Voilà. D'accord. Audrey, pour Infaco, alors tu évoquais tout à l'heure les préoccupations historiques d'Infaco en termes de sécurité de l'utilisateur. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oui, je suis passée assez vite sur cette question-là. En fait, on est le seul fabricant aujourd'hui qui propose un système anti-coupure avec nos sécateurs. Et c'est une préoccupation majeure, évidemment, dans l'activité de taille. Et en fait, on a deux principes avec ce qu'on appelle des dispositifs supplémentaires électroniques de sécurité, où on a un système anti-coupure qui interrompt l'action de la tête de coupe dès lors qu'elle est en contact avec la main opposée ou avec le corps. Donc, on a un système de détection. On a deux dispositifs aujourd'hui. Un qui est filaire, c'est-à-dire qu'il y a un gant qui relie par un fil qui relie le gant au sécateur. Et on a également un système wireless, donc non filaire, qui fait la même action, qui garantit la sécurité de l'utilisateur. On recommande l'un ou l'autre en fonction des spécifications d'utilisation, en fonction de l'environnement, en fonction des habitudes de travail, etc. Mais effectivement, depuis toujours, la santé est au cœur des préoccupations d'Infaco et cette notion de sécurité est très forte avec une innovation qui est développée en ce sens-là. Juste pour que je comprenne bien, la notion sans fil, il faut malgré tout un gant. Alors, pas forcément. On recommande effectivement l'utilisation du gant qui augmente encore plus le niveau de sécurité, mais le système wireless, donc DSES wireless, est utilisable sans gant également. D'accord, très bien. Bon.
Ok, c'est clair. Après, c'est une- D'accord. Ouais. Fini, Audrey, je t'en prie. Ouais. Juste, j'ai un point important vis-à-vis justement de la sécurité. Quand je parle d'un gant, c'est un gant que nous avons conçu et qui est très spécifique. Ce n'est pas un gant du marché traditionnel, qui est justement conçu pour fonctionner avec avec ce système de sécurité. Donc, je préviens juste que c'est ce gant-là bien compatible qui est à utiliser et pas un autre, quoi. C'est pas des moufles, on entend bien. On comprend ça. Mais Christophe, où en es-tu? Est-ce que ça marche de ton côté alors? Bon, ben, on va tenter. Normalement, j'ai tout ce qui devrait aller. On va tenter, hein, on fait du live complet là, hein, c'est bien l'idée. Donc essaye de changer tes slides déjà, ça nous permettra de voir. Bon, ça fonctionne. Allez, alors on ferme nos caméras, on laisse Christophe et on se retrouve pour prendre la suite des questions tout de suite après. Bravo à la technique, à tout de suite. Donc, bonjour, merci Vincent d'avoir retrouvé le lien avec la présentation. Donc, je me présente Christophe Baron, je suis en charge de la communication pour Grégoire. Donc, Grégoire, fabricant de pulvérisateurs pneumatiques, pulvérisateurs par aéroconvection, pulvérisateurs confinés, fabricant aussi de machines à vendanger, de tracteurs enjambeurs et de matériel pour la récolte des raisins et des fruits à coque. Donc, je vais vous parler aujourd'hui, dans le contexte des tendances 2021, de la pulvérisation et de la vendange. Donc, pour ce qui est de la pulvérisation, je vais m'appuyer sur un matériel qui a été lancé, qui a été primé à Citevi en 2016, c'est l'EcoProtect. Un traitement dit confiné, le mot est d'actualité. On va dire une des spécificités de ce matériel-ci par rapport à la concurrence, c'est des caissons souples faits en bâche qui permettent, d'alléger fortement la charge sur la poutre de pulvérisation et qui permet d'éviter d'abîmer la vigne lors de petits accidents de conduite et qui sont très facilement réparables puisque un petit accroc, on est sur de la bâche, donc un bout de scotch de gaffeur au bout de la vigne, puis après on y met une rustine. Donc un poids réduit et beaucoup plus de souplesse dans l'utilisation. Donc, ce qui est important avec l'EcoProtect, c'est confiner autrement et réduire au maximum vos ZNT, puisqu'avec cet équipement-ci, on peut se retrouver sur des ZNT qui peuvent être abaissés jusqu'à 3 ou 5 mètres en fonction des conditions et des normes locales. Mais une autre chose qui est à considérer maintenant, depuis déjà à peu près 3 ans, on a lancé un kit qu'on a appelé ZNT, c'est-à-dire que jusqu'à présent, le pneumatique, le dispositif a été équipé des diffuseurs pneumatiques Diladis. Donc, c'était des diffuseurs extrêmement efficaces sur les traitements de contact en tout début de végétation, souvent préconisé. Mais nous avons décidé d'y ajouter en option un deuxième équipement que l'on appelle le kit ZNT, qui est un dispositif de jet projeté que l'on voit sur l'image à côté des becs Diladis et les diffuseurs avec les buses vertes, ce qui permet avec ce jet projeté, d'avoir un équipement encore plus efficace lors des traitements systémiques, lorsque la végétation a pris énormément de poids, de présence, et où on a besoin de garantir une répartition du produit sur toutes les phases sur le feuillage. Donc, intérêt encore plus important pour l'EcoProtect, puisqu'on se retrouve à pouvoir jongler avec la vanne, toujours que l'on voit sur la droite de l'image. Avec cette vanne, on peut jongler du pneumatique au jet projeté en fonction des souhaits et des produits que l'on souhaite appliquer. Et pour finir sur l'EcoProtect, c'est une gamme complète pour tous les vignobles, puisqu'on se retrouvera avec des modules tractés pour vignobles larges et pour vignobles étroits. Ensuite, on retrouvera des solutions en cellules
pour vigne large, toujours en 3 rangs, et pour vigne étroite, en 6 rangs. Pour ce qui concerne la vendange, les choses remarquables cette année, c'est du moins cette année déjà que vous avez pu vivre et qu'on a vécu les 2 années passées, précocité et hétérogénéité des récoltes, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien vendanger en août en même temps en Alsace qu'en Corse, et de la même manière sur un secteur très très localisé, à quelques kilomètres d'espace, on peut se retrouver à avoir une parcelle à vendanger en août et une parcelle à vendanger en septembre. Et la problématique se présente, c'est comment faire pour pouvoir vendanger lorsque l'on a des appareils mutualisés. J'entends par là en CUMA ou par le biais d'un prestataire. Donc, on se retrouve avec des contraintes de mise à disponibilité du matériel au bon moment, à l'instant optimum pour la vendange. C'est pour ça qu'entre autres, depuis déjà quelques années, on propose par le biais de nos concessionnaires des solutions de location. En plus des solutions de location financière existantes sur 3 ans ou autres, on propose une solution de location à la saison d'un matériel spécifique à définir avec vos concessionnaires et à établir je vous invite à établir les conditions de cet usage, durée d'usage, type de matériel, avec votre concessionnaire qui a tous les éléments pour pouvoir vous faire des propositions à ce sujet-là. Deuxième aspect, de plus en plus de solutions arrivent embarquées sur les matériels pour pouvoir qualifier la vendange. On a été primé au dernier CITEVI pour des solutions de pesée embarquée, Neomap, comme là vous pouvez voir une cartographie réalisée sur l'île d'Oléron pendant les vendanges, où on peut voir quasiment au pied le rendement de la parcelle, et on peut voir, bon déjà, et évidemment sur les tournières, on n'a pas de raisins, heureusement, mais toutefois on peut voir les rendements très très localisés et pouvoir ensuite avoir des opérations d'abandement et de travail de la vigne adaptées à ces rendements localisés. La question aujourd'hui est de savoir quelles seront les autres données qu'on pourra capter et récolter pendant les vendanges. C'est pour ça qu'actuellement on est en train d'enclencher des réunions avec des viticulteurs pour savoir quelles sont les informations qui vous seront utiles à collecter pour simplifier le travail depuis la parcelle et déjà comprendre qu'est-ce que l'on va avoir comme produit à traiter au chai. Donc actuellement on reçoit ou on se déplace chez des viticulteurs pour obtenir ces réponses et à terme trouver des solutions qui seront prochainement embarquées sur les matériels. Troisième élément fort sur la machine à vendanger, c'est de plus en plus d'automatisation des réglages. Automatiser la vitesse d'avancement de la machine en fonction de la charge de récolte sur les tapis, par exemple. Automatiser le pincement en fonction de la densité foliaire de la vigne, c'est AutoPinch, par exemple. L'objectif étant, d'avoir une meilleure répartition de la vendange à l'arrivée dans les bennes ou dans les dispositifs de tri embarqués, adapter le pincement pour éviter de maltraiter le végétal, pour aussi éviter par un réglage mal adapté d'avoir des impuretés qui tombent dans la récolte. D'autres solutions aussi existent. Les alertes benne pleine, bon ça paraît très basique, mais on peut maintenant paramétrer, on va dire à 70% la mise en route des gyrophares pour alerter le tracteur en boudrant que la machine va bientôt être pleine, qui se prépare à recevoir la vendange. Autre chose qui devient de plus important avec les vendanges de nuit, les vendanges à plusieurs machines, on peut tracer maintenant les rangs travaillés, c'est-à-dire que sur l'écran de contrôle de la machine à vendanger, on voit les rangs qui ont été travaillés pour éviter de repasser là où un collègue serait passé avec une autre machine ou durant la nuit, en reprenant un rang, être sûr qu'il n'a pas été travaillé.
Donc, pardon? Il faudrait conclure. Donc, tout à fait. Donc, juste, ce qu'il y a d'important, c'est qu'on a de plus en plus de travail de précision et de plus en plus d'outils pour pouvoir aider à la décision dans la vendange. Et c'est les fortes tendances pour 2021 et pour les années à venir. Je vous remercie pour votre présence et pour les éléments que vous pourrez nous apporter lors des discussions à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. On retrouve la totalité des intervenants pour continuer les questions, puisqu'il y en a encore pas mal qu'on n'a pas pu traiter. Donc, merci de me rejoindre autour de la table. Voilà, les intervenants sont là. Donc, il y a quand même pas mal de questions. Donc, on a pris un peu de retard. On va essayer quand même de les traiter. Pour toi, Olivier, on me dit le croisement Sauvignac utilise un croisement de Riesling et de Sauvignon, cépage français. Avez-vous des projets d'utiliser des cépages naturellement adaptés à la sécheresse pour anticiper le changement climatique, type Assyrtiko? Oui, alors en fait, il est indiqué effectivement dans nos fiches techniques le Sauvignac est issu de croisements, notamment avec du Riesling et avec du Sauvignon blanc, c'est vrai. En fait, le Sauvignac, il a été croisé 6 fois. Il est issu de 6 rétrocroisements. Donc, en fait, on croise une multitude de fois avec différentes sources de vitis. Et donc, il y a eu aussi d'autres vinifera. Simplement, les derniers qui ont été utilisés étaient ceux-là parce que c'est souvent les derniers croisements qui confèrent le plus de caractère. Donc oui, bien sûr, pour répondre à la question par rapport à la problématique du changement climatique, dans notre programme NATI, on a plus de 1000 génotypes en ce moment en étude. Et bien sûr qu'on a un certain nombre de génotypes qui sont croisés avec des variétés ou des cépages méditerranéens, méridionaux, plus résistants. Spécifiquement avec l'Assyrtiko, on n'a pas encore fait de croisement, mais on a des croisements avec des variétés méditerranéennes. Olivier, on me demande aussi si toute la liste des présentations des variétés de nouveaux cépages que tu as présentés était disponible chez Mercier. Oui, alors nous, par définition, en théorie, tous les plantes qui sont inscrites au catalogue et donc on peut avoir du matériel végétal sont disponibles. La réalité, c'est que dans cette liste, il y a un certain nombre de variétés qui ont été inscrites très récemment et donc il y a très peu de matériel végétal disponible. Mais oui, on peut avoir toutes ces variétés. Par contre, il faut presque, j'allais dire encore plus que d'habitude, anticiper les commandes, surtout si c'est pour des grosses quantités, parce qu'il y a peu de quantités disponibles. J'imagine. Donc, j'ai une question pour Freycinet. On me dit, pouvez-vous nous en dire sur la réduction des doses et des produits phytosanitaires au niveau des résultats présentés pour appliquer vos réductions? Êtes-vous parti des doses homologuées ou avez-vous pris en compte l'opti-dose? Donc là, on est parti sur, en fait, c'est une comparaison par rapport aux pratiques du viticulteur, enfin de viticulteurs, parce qu'on a 2 sites, on a vraiment fait des comparaisons de ce type-là, un en Champagne et un en Sud de France pour avoir deux situations différentes. Et donc, c'est quand même des agriculteurs qui, au départ, comme ils hébergent des essais, ils ont quand même une certaine technicité. Donc, on est quand même sur des doses, des indices de fréquence qui sont quand même plutôt optimisés déjà au départ. Voilà. Donc, c'est vraiment des optimisations. Donc, on part quand même, voilà, on n'est pas simplement sur les doses homologuées, on est sur des programmes qui sont déjà bien calibrés et on arrive effectivement à redescendre. Alors, donc je tiens vraiment à préciser que c'est en jouant sur 3 leviers. Hein. C'est pas uniquement sur un seul levier. Mais le levier nutritionnel est un levier. Si on n'active pas les 3 leviers ensemble, on se rend compte qu'on n'arrive pas à cet objectif-là aussi important. C'est ça qui est important dans ce travail-là. Pour Christophe, pour Grégoire, j'ai une question qui arrive à me dire, est-ce que vous envisagez de développer des machines agricoles n'utilisant pas d'énergie fossile, donc par exemple électrique ou hydrogène, et est-ce techniquement possible? Sinon, dans combien de temps on pourra le voir auprès des viticulteurs? Il est évident qu'actuellement, on recherche des solutions, on envisage l'hybridation, l'hydrogène, et d'autres solutions. C'est difficile de s'avancer et dire d'ici 2-3 ans des solutions seront présentes. Il est certain que si des solutions apparaissent en premier, ce seront sur les tracteurs enjambeurs, qui sont des matériels beaucoup plus légers et dont les demandes en puissance et en couple hydraulique sont plus légères. Donc, pour l'instant, difficile de se positionner. En tout cas, vous travaillez dans ce sens. Tout à fait. Pour Corteva et pour Véronique, donc, pour revenir sur le Physilia,
produit avec grande polyvalence. Donc, on me dit sur quel site d'action la molécule agit activement. Comment le produit arrive à restreindre son spectre d'action pour ne pas toucher les auxiliaires. J'espère être clair. Oui, très clair, pas de souci. J'attendais simplement la fin de la question. Donc, alors, le mode d'action du Ficilia, donc la molécule active, c'est du spinosade, c'est un mode d'action spécifique. Hein. Il y a que cette molécule dans cette famille très à part. C'est un site d'action qui peut être effectivement aussi bien présent chez le ravageur que chez les auxiliaires. Donc, c'est pas en termes de site d'action que la sélection entre ce qui est cible ou pas cible va s'opérer. C'est plus en termes de mode d'action concret, c'est-à-dire que le Ficilia est un produit qui va agir par contact ou par ingestion, ou par ingestion. Donc, s'il agit par ingestion, ça veut dire qu'il faut consommer de la vigne pour être atteint. Donc, du coup, c'est plus les ravageurs que les auxiliaires dans ce cas-là. Et s'il agit par contact, ça veut dire qu'effectivement, il va falloir sur les familles qui sont ciblées, parce qu'il ne va pas cibler quand même toutes les familles d'insectes, mais sur les familles qui sont ciblées, si on sait que des auxiliaires par contact peuvent être atteints par le produit, il va falloir faire en sorte que les auxiliaires en question ne soient pas présents au moment du traitement. On revient exactement à ce que je disais tout à l'heure sur les pollinisateurs, à savoir que il faut que dans les préconisations, on fasse en sorte que ça se passe de cette façon-là, et que les pollinisateurs, par exemple, qui sont aussi des auxiliaires, ne soient pas présents au moment du traitement. Donc, les conditions d'emploi permettent effectivement d'éviter ce contact, d'éviter ce risque, puisque je le rappelle que le risque, c'est le danger intrinsèque du produit et l'exposition. Donc, en fait, pour résumer, la sélection en fait, des espèces qui vont être touchées, c'est par le mode d'action précis et par le positionnement qui permet d'éviter l'exposition des organismes qui ne sont pas ciblés. Très bien. C'est clair. Moi, je ne comprends rien, mais bien évidemment, la salle est plus compétente que moi sur cette partie. Mais je pose quelques questions. Hier en oenologie, j'avais aussi l'impression de poser des questions sans même savoir ce que je disais. Olivier Zécry, pour toi, une question pour Mercier. On me demande si les cépages, si aujourd'hui, les cépages résistants, il en existe aussi pour les cépages dédiés à la distillation. Alors, spécifiquement dédié à la distillation, c'est-à-dire qui ont été travaillés pour ça, pas encore. Bon, toutes les variétés potentiellement peuvent se tester pour la distillation. Néanmoins, quand même, cette année, il y a un programme avec l'INRA et le BNIC qui va proposer à l'inscription au catalogue, donc à la fin de l'année 2021, 4 variétés testées en Charente spécifiquement pour la distillation. Donc, on va dire que pour 2022, il y aura une offre proposée aux pépiniéristes pour ce type de produit. On me demande également s'il existe des dégustations pour pouvoir mesurer la qualité organoleptique des différents cépages qui ont été mis sur le marché. Ben, on aimerait bien en faire un peu plus. Oui, bien sûr, généralement, il y a des dégustations institutionnelles organisées à l'occasion des différents salons professionnels. Bon, bien sûr, malheureusement, cette année, il n'y en a pas eu beaucoup. Après, nous, on se déplace sur le terrain. Nous, on fait déguster notre variété. On a des vins issus de notre variété de différents vignerons. Et on peut se déplacer pour faire déguster notre variété. Et oui, bien sûr qu'on peut déguster ces vins. C'est vrai que pour les variétés les plus récemment inscrites, il y a peu de vins de vignerons disponibles. Par contre, il y a toujours des vins issus de micro-vinification qui sont disponibles. Donc, il faut se rapprocher de nous pour organiser des dégustations, pas de problème. Très bien. J'ai une question pour Corteva, là, donc, qui me dit le produit est certifié bio car non issu de la chimie de synthèse, molécules biosynthétisées par des bactéries. Mais dans quelle mesure peut-on réellement parler de solutions biologiques d'avenir? Est-ce que l'on pourrait préciser la question? On me dit temps d'utilisation avant apparition de résistance. Action sur plusieurs. D'accord, voilà. C'est peut-être le complément qu'il fallait que je dise. Ok, oui, effectivement, je comprends mieux la question dans ce cadre-là. Alors, effectivement, elle est très pertinente. La durabilité d'une solution s'entend d'un point de vue environnemental et aussi d'un point de vue tout simplement opérationnel sur sa cible. Donc, par rapport à ça, comme je le disais
en réponse à la question précédente, le mode d'action du spinosade est spécifique, c'est-à-dire il n'y a pas de risque de résistance croisée avec d'autres modes d'action existants à l'heure actuelle. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, les conditions d'emploi font état d'un nombre limité d'applications sur un même ravageur, puisqu'on est à 2 applications maximales sur un ravageur. Ça, c'est une deuxième mesure de gestion durable. À aujourd'hui, troisième point, aujourd'hui, lorsque on surveille évidemment sur les populations d'insectes ciblés, s'il y a évolution éventuelle du comportement par rapport aux produits, que ce soit des résistances qu'on appelle métaboliques ou des résistances génétiques, pour l'instant, il n'y en a pas sur les cibles en question. La personne qui a posé la question pense peut-être à notre type d'insectes comme les trips ou des choses comme ça, ciblées par d'autres formulations analogues à ce produit-là, qu'on surveille également de près parce que c'est des populations très évolutives. Et là aussi, pour l'instant, les résultats en France sont rassurants. Donc, si on respecte effectivement ces recommandations d'application de 2 applications maximales par an, et étant donné la spécificité de ce mode d'action, a priori, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On me dit pour les pépinières, merci, et pour Olivier, est-ce que le fait d'utiliser des cépages extra-français est un frein commercial ou pour les cahiers des charges? Pardon, répète la question. Est-ce que le fait d'utiliser des cépages, des cépages extra-français, c'est-à-dire qui ne sont pas créés par la France, est un frein commercial ou un frein dans les cahiers des charges? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Je ne sais pas si je comprends bien la question. Non, c'est pas forcément un frein. Enfin, les variétés, effectivement, l'essentiel presque des variétés qui sont commercialisées dans le monde sont des variétés plutôt françaises. Toutes les variétés hybrides issues de croisement sont faites avec des sources de vitis qui viennent de différents horizons, mais avec des variétés françaises. Non, pour l'instant, c'est pas un frein. En fait, on ne sait pas trop. Pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de recul sur quels vont être les potentiels de marché. Nous, on les évalue d'un point de vue technique pur, mais après, c'est le marché qui décidera. Donc, effectivement, peut-être qu'il y aura peut-être des freins. Aujourd'hui, c'est pas du tout un frein. Aujourd'hui, la demande est tellement importante par rapport à la problématique technique de la réduction des intrants phytosanitaires que pour l'instant, j'allais dire, peu importe d'où ça vient, on le teste et on regarde ce que ça fait. Bien. Une question pour toi, Audrey, pour Infaco, on me dit la location des sécateurs, aujourd'hui, elles sont à l'année, c'est-à-dire Christophe nous a expliqué qu'il y avait aussi une possibilité de les louer que pour la saison. Est-ce que chez Infaco, il existe cette option aussi de ne louer des sécateurs que pour la saison, de la taille donc? Il faut ouvrir le micro. C'est mieux. L'offre de location, elle se passe pour 36 mois. Donc, on est sur un engagement avec un partenaire financier à 45 € pour un sécateur F3015 et la durée d'engagement est celle de 36 mois. 36 mois, voilà. Il n'y avait pas de possibilité de l'avoir pour 3 mois ou 4 mois sur une location courte durée. D'accord, c'est bien. D'accord. Tu as répondu à la question, effectivement. J'ai une question pour Faïciné. On a parlé hier pendant la viticulture, et notamment avec Arnaud Soulier, directeur marketing de Sofralab, l'agronologie aussi, puisqu'il nous a présenté ça. Et je sais que qu'il y a un webinaire qui est en préparation, notamment, on envisage de faire un webinaire spécifique à cette partie. Et je reviens sur l'agronologie aujourd'hui. Est-ce que, au-delà d'alimenter pour pouvoir mesurer les qualités d'un vin, est-ce que vous envisagez aussi d'intégrer, je dirais, toutes les variétés de nouveaux cépages qui se présentent et d'élargir votre champ d'activité en intégrant le travail de Mercier, par exemple? Alors, de toute façon, dans cette approche agronologique, la définition et le départ, c'est de dire justement que pendant trop longtemps, il y a 2 mondes qui sont opposés, le monde de la vigne et le monde de la cave, et que les opposés, c'était ne pas pouvoir potentialiser les deux. Donc, cette idée, elle est née de plusieurs entreprises avec qui on partageait un petit peu ces convictions-là, et de se dire il faut partir, il faut vraiment faire toute la ligne et dire qu'on peut déjà commencer à préparer notre vin en amont et qu'à la vie, on ne doit pas faire que du rendement. Voilà. Et que la variété joue, parce que c'est là où je vais en revenir là, c'est-à-dire que là, on peut remonter encore plus en amont. La variété, forcément, au départ, de toute façon, qu'on parle des 2 sujets que j'ai abordés, que ce soit l'agronologie ou la partie résistance à un environnement, tout part de la variété.
on va gérer un pool de variétés. Donc forcément, la base du travail, c'est ce que fait Mercier, c'est-à-dire faire de la sélection, apporter des nouvelles variétés, apporter des nouveaux cépages. Et nous, c'est comment de ce cépage-là, on va pouvoir en faire un potentiel encore plus important. Il est clair que je ne vais pas d'un seul coup, moi, donner un goût de Syrah à un grenache ou inversement. Ça, c'est pas possible. J'ai un potentiel génétique. Par contre, c'est comment faire que ce potentiel génétique, l'amener. Normalement, le potentiel génétique, on va dire, il est à 100. On sait qu'avec tout l'itinéraire, je vais l'amener peut-être que à 60. Et ben moi, c'est comment je vais pouvoir l'amener à 80. Et voilà, c'est vraiment cet accompagnement-là. Donc, au départ, on travaille forcément sur le matériel végétal qui est à disposition. Donc là, moi, je vous ai présenté des résultats sur Syrah, on a des résultats sur Muscat. Et demain, pourquoi pas sur Sauvignac ou sur d'autres éléments. Et de toute façon, les pépinières Mercier sont des gens qu'on côtoie et avec qui on a des échanges. Tout l'avenir de l'enjeu de cette agro-œnologie et bien évidemment des perspectives qu'elle va offrir. Je le disais, ce sera vraisemblablement le sujet d'un webinaire. Olivier Zécry, merci à défrayer l'actualité là ces derniers jours sur les cépages qui sont partis dans l'espace. Donc, moi, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Donc, qu'est-ce que ça va apporter si aujourd'hui, il faut envoyer les sarments dans l'espace avant de les planter. Donc, on a adoré cette expérience. Je sais qu'il y a du vin qui a voyagé aussi. Mais donc, comment Mercier s'est positionné et quelles sont vos attentes dans ce domaine-là? Les nouvelles vont vite. Là, oui, là, on revient sur terre. Là, on est sur des variétés les plus traditionnelles, du Merlot et du Cabernet, qui ont été envoyées effectivement dans l'espace, qui ont passé 1 an dans l'espace. C'est une expérience menée par différents centres de recherche à Bordeaux et en Allemagne et dirigée par une société qui veut voir un petit peu. C'est vraiment plutôt de la recherche, c'est pour voir quel est l'effet principalement de l'absence de gravité sur le matériel végétal. Et donc, la vigne est un des modèles d'études. Et donc, nous, on a fourni le matériel végétal au départ et on l'a réceptionné à l'arrivée. Et donc, on est en train de l'étudier. Donc, pour l'instant, on peut rien dire. On n'a pas de réponse sur ce que ça va donner, mais on a des espérances et des hypothèses que ça puisse apporter des caractères nouveaux ou au moins, en tout cas, faire avancer la recherche sur un certain nombre d'informations. Donc, pour l'instant, comme je le dis là depuis quelques jours, rendez-vous dans 3 ans, on pourra reparler mieux dans quelques années. C'est un peu tôt. Bien. On arrive au terme de notre webinaire. On n'a pas pu répondre à la totalité des questions, je m'y attendais. Donc, il y a encore des questions qui arrivent. Donc, j'invite toutes les personnes qui ont encore des questions ou qui pourraient considérer que les questions n'ont pas été, ou les réponses n'ont pas été assez pertinentes, ou que j'ai très mal posé les questions, c'est une possibilité aussi. Vous avez compris, mais des fois, ma compétence s'arrête très vite et je parle sans savoir exactement ce que je dis. Donc, je vous invite, et vous le savez, vous pouvez revoir ce webinaire directement en ligne où vous pourrez noter toutes les coordonnées. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des mails si vous avez besoin des coordonnées des intervenants. Ce sera un plaisir, Vincent et moi, de vous redonner les coordonnées pour que vous puissiez approfondir et rentrer plus en profondeur avec les intervenants sur les questions que vous souhaitez leur poser. Donc, il me reste à vous remercier d'abord nos intervenants pour la qualité. Pardon encore pour les petits couacs de réalisation qu'on a pu avoir, mais au final, ça s'est pas trop mal passé. Et puis, merci à vous tous d'être présents dans la salle. Vous êtes encore nombreux présents. Et puis, je vous laisse aller prendre votre déjeuner. Je vous souhaite bon appétit. Je vous dis à bientôt dans les prochains webinaires de Vignovin qui devraient se présenter autour du mois de mai. On a quelques perspectives pour le mois de mai. On vous reparlera de ça. Merci à Vincent pour la réalisation et l'excellent travail que tu as fait pendant ces 3 webinaires. Je vous dis à bientôt. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À très vite sur Vignovin.